Bonsoir à tous. Bonsoir Benjamin Stora. Bonsoir. Vous êtes à Alger pour le colloque international Hossein Ait Ahmed. Vous avez pris la parole avant-hier lors de la première journée. On a l'impression que 10 ans après la mort de Hossein Ait Ahmed, sa mémoire reste inextinguible. Oui, parce que c'est un personnage considérable dans l'histoire du mouvement national algérien, dans la mesure où il s'est engagé très jeune, dès l'âge de 15-16 ans. Il faisait partie des rares lettrés qui ont rejoint le Parti du peuple algérien avant les massacres de mai et juin 1945. Et puis il est rentré au comité central de l'organisation à 22 ans. C'est-à-dire que c'était un très très jeune cadre politique qui a fait un rapport très connu au congrès de Zedine. Et donc dans ce cadre-là, il a été un des premier grand responsable de ce qu'on appelait l'organisation spéciale, l'OS. Donc il fait partie, disons, de ceux qui ont été, j'allais presque dire, les précurseurs de ce qu'a été plus tard, quelques années après, bien sûr, le Front de Libération Nationale en 1954. Donc il fait partie, effectivement, de ce qu'on appelait, entre guillemets, des historiques. Et puis, bien sûr, il y a le fait que tout ce passé, lorsqu'il était très jeune, lui a permis de jouer un très grand rôle pendant la guerre elle-même, puisqu'il est devenu un diplomate chevronné. Il était présent à la conférence de Bandung en avril 1955. Il avait représenté l'Algérie d'ailleurs à cette conférence. Il a représenté déjà à cette époque-là le FLN à la conférence de Bandung en Indonésie. Donc c'était déjà quelqu'un de jeune aussi, bien entendu. Et puis, bien sûr, nous le savons, il a été arrêté à la suite du rapt de l'avion en octobre 1956 avec d'autres grands dirigeants comme Mohamed Boudiaf, Ben Bella, bien sûr, l'Ashraf. Bon. Et donc, on a par conséquent une trajectoire politique, j'allais presque dire historique, hein, du personnage qui va se renforcer, se redoubler aussi par son intransigeance, son refus, disons, du système politique qui va se mettre en place après l'indépendance de l'Algérie en créant le Front des forces socialistes en 1963. Donc il est une figure aussi d'opposition résolue pendant de très nombreuses années par l'intermédiaire du FFS. Bon, il a été arrêté, bien sûr, il s'est évadé, il a vécu en exil pendant de très nombreuses années. Et il a toujours prôné la démocratie politique pour l'Algérie. C'est pour ça que c'est une histoire très longue, une histoire très ancienne, qui traverse pratiquement toute l'histoire de l'Algérie contemporaine. Et vous l'avez bien connu, particulièrement connu, Hossein Ait Ahmed. Il était jeune, vous aussi, et il vous a beaucoup aidé pour vos recherches. On l'a appris lors de ce colloque international. J'ai rencontré pour la première fois Hossein Ait Ahmed à la fin des années 70, au début des années 80, lorsque je préparais un dictionnaire biographique des militants nationalistes algériens. Et il était en train de préparer, il avait publié d'ailleurs un ouvrage qui s'appelait Mémoire d'un combattant, qui est un ouvrage très précieux parce qu'à l'époque, il y avait très peu de livres de mémoire d'acteurs, hein, du mouvement nationaliste. C'était un des premiers. Il y avait d'autres témoignages, mais je pense en particulier au témoignage du commandant Asdin, par exemple, en 1976, ou d'autres témoignages. Mais c'était quand même un témoignage très précieux parce que c'était l'avant 54. C'est-à-dire, c'était les années 40, le début des années 50, par exemple, lorsqu'il a participé à ce qu'on appelait le hold-up de la poste d'Oran en 1950. Donc, c'était un témoignage vu de l'intérieur, hein, du mouvement nationaliste. Et pour moi, c'était très, très précieux parce que, comme je faisais ce dictionnaire avec les dates de naissance de chacun des militants de telle région, etc. Donc il m'avait naturellement aidé. Je l'ai rencontré ensuite à plusieurs reprises, bien sûr, tout au long des années 90. Mais je garderai aussi deux souvenirs simplement de lui dans des entretiens. Le premier, c'est pour un documentaire qui s'appelait L'indépendance aux deux visages, où il avait le sens du détail, puisque dans ce documentaire, il a expliqué que la première constitution algérienne avait été votée et discutée dans un cinéma en septembre 1962 à Alger. Il avait aussi le sens de l'humour, bien sûr. Il avait donc donné ce détail, je me souviens très bien. Et puis un entretien très important qu'il m'avait fait à la radio, notamment sur sa participation à la conférence de Bandung en avril 1955. Hossein Ait Ahmed
a mal vécu la mort de Ali Messili. On en a parlé lors du colloque qui a été assassiné en 87, mais aussi la mort de Mohamed Khidr, qui était son beau-frère. On a souvent tendance à l'oublier, Benjamin Oui, Stora. tout à fait. Khidr était son beau-frère. Ils étaient ensemble au Caire, d'ailleurs, dans la délégation permanente du MTLD, avant la scission. L'histoire du mouvement national est très complexe. Il y a eu des scissions, bien sûr, en 1953, entre ce qu'on appelait les centralistes, les messalistes. Il y avait la délégation permanente au Caire. Il était partie prenante aussi, bien sûr, de toutes ces batailles politiques. Et donc, il connaissait, bien sûr, particulièrement Mohamed Khidr, qui a été aussi des chefs, entre guillemets, historiques. Je sais qu'il n'aimait pas ce terme de chef historique. Il récusait, disons, cet terme parce qu'il pensait effectivement que le principal, c'était l'action collective et non pas le fait d'attribuer les mérites à un seul ou à un groupe simplement de personnages. Mais bon, c'est comme ça que, dans le fond, on avait appelé les dirigeants, disons, qui avaient lancé cette insurrection contre la France. Et effectivement, il était très proche de lui. Son assassinat à Madrid, en 1967, l'avait naturellement profondément marqué. Il venait juste de s'évader d'ailleurs d'Algérie en 66, puisqu'il avait été condamné à mort et il s'est évadé en 66. Et donc cet assassinat l'avait marqué. Et puis bien sûr, l'assassinat de Ali Messili en 1967 est un très vieux compagnon de lutte qui avait fondé avec lui le journal L'Algérie libre, dont il était le responsable, Messili. Et donc ça a été effectivement un choc psychologique, personnel, intime, affectif pour lui très fort. Lors de ce colloque international, Lahsen Zeridi était présent. Benjamin Stora, vous le connaissez très bien, c'est votre vis-à-vis algérien sur la mémoire. Où en est aujourd'hui la coopération algéro-française sur la mémoire? Est-ce qu'il y a des avancées notables? Bah écoutez, vous savez, on s'est réunis effectivement à plusieurs reprises avec le professeur Zeridi, à 4 ou 5 reprises. Donc effectivement, on a eu le temps d'échanger et de préparer, disons, un travail historique important, notamment à partir de l'examen du 19e siècle, et non pas de travailler comme on a l'habitude de le faire vers la fin de cette histoire coloniale, c'est-à-dire la guerre d'indépendance algérienne. Là, on avait commencé à travailler sur le début, c'est-à-dire la pénétration coloniale. Donc il y avait tout un travail de chronologie très précis qui avait été fait, de début de numérisation des archives, etc. Bon, il faut reconnaître que l'actualité politique, disons, que nous connaissons ces derniers temps, est venue percuter ce travail mémoriel, et pour l'instant, ce travail est pour l'instant gelé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette commission a disparu. Elle existe toujours, mais le travail pour l'instant effectivement est interrompu. Est-ce que cette commission, l'avancée de cette commission reste tributaire de l'amélioration des relations politiques algéro-françaises? Qu'on le veuille ou non, oui, ça reste quand même quelque chose qui reste malheureusement très dépendant, alors que ça devrait effectivement disons, être indépendant. Je veux dire, le travail historien, bien sûr, ne peut pas être dépendant exclusivement des décisions politiques, mais force est de constater que les moyens qui sont mis à la disposition des travaux de cette commission très particulière, c'est très particulier comme processus, je dis très particulier parce que, indépendamment de cette commission, bien sûr, les historiens n'ont jamais cessé de travailler, de produire, de soutenir des thèses, d'aller aux archives, de recueillir de témoignages, donc ça n'a jamais cessé, en fait, fondamentalement. Mais pour cette commission, il y avait des moyens particuliers qui avaient été décidés, par exemple des bourses pour les jeunes chercheurs qui pouvaient circuler d'une rive à l'autre de la Méditerranée, pour avoir accès plus facilement aux archives, etc. Il y avait quand même des conditions matérielles qui étaient données et qui malheureusement n'existent pas pour l'instant. Ce qu'il faut espérer, c'est une reprise, disons, des activités de cette commission. Benjamin Stora, vous aimez à le rappeler, nous allons célébrer cette année les 100 ans de l'ENA, l'étoile nord-africaine, c'était le 20 juin 1926. Quel message national et universel peut-on tirer de cette commémoration? L'étoile nord-africaine, effectivement, est née en juin 1926 à Paris, dans les milieux de l'immigration ouvrière. C'est là, effectivement, qu'un certain nombre de militants en France ont décidé de se lancer dans cette aventure, pourrait-on dire, extraordinaire de l'indépendance de l'Algérie, dans une situation où on s'approchait aussi du centenaire de la conquête. Parce que 1926-1930, vous voyez, c'est très proche. C'est-à-dire qu'au moment où la France s'apprêtait à célébrer le centenaire de sa présence en Algérie, qu'elle jugeait irréversible et presque définitive, il y a un groupe d'hommes
ont décidé que ce n'était pas le cas et que l'Algérie devait retrouver sa pleine souveraineté. Et donc c'était quand même un acte de courage d'abord, qu'il faut dire. Deuxièmement, ils se sont appuyés sur une mobilisation internationale de l'époque, qui était celle de la mobilisation contre la guerre du Rif en 1925, de soutien à l'émir Abdelkrim, qui avait fondé la République du Rif, contre la présence française. Cette révolte a été écrasée par les troupes françaises dirigées à l'époque par le maréchal Pétain, ce qu'on a oublié, bien sûr. Et donc il y avait une grande mobilisation politique, et ces groupes d'hommes, pour certains d'entre eux, étaient liés au Parti communiste français à cette époque-là, bien sûr, pas tous, mais un certain nombre, comme Hadj Ali Abdelkader par exemple, qui était militant du Parti communiste français, d'autres non, qui ont été des militants plutôt nationalistes que communistes, mais ils étaient imprégnés quand même d'une idéologie à base de socialisme, de nationalisme, de religiosité bien sûr, de kémalisme, parce que ça c'est l'époque aussi de la révolution kémaliste. Donc il y avait tout ce mélange, disons, idéologique qui avait pour objectif de donner la base, le ciment d'une idéologie de souveraineté en fait, nationale, non seulement pour l'Algérie, mais pour l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire d'où le titre d'ailleurs de l'organisation qui était Étoile nord-africaine. C'est-à-dire qu'ils pensaient que cette indépendance politique contre le colonisateur devait se faire à travers, disons, un combat commun entre les militants marocains, tunisiens. D'ailleurs, c'est un Tunisien, dans un premier temps, qui a été le président de l'Étoile en 1927. C'était Chadli Kharara, je crois, qui était le président en 1927. Ensuite, ça a été Messali. Il y a eu plusieurs responsables et beaucoup de ces militants aussi, par parenthèse, je le dis tout de suite, il y avait aussi beaucoup de militants originaires de Kabylie, bien sûr, Rajef Belkacem, Imash Amar, Sidjilani, qui étaient aussi originaires de cette région, mais tous formaient un seul vœu, une seule espérance, c'était la question de l'unité à la fois nationale et de l'unité maghrébine. Il faut rappeler que Massalih Hadj a choisi comme président d'honneur de l'Étoile nord-africaine l'émir Khaled. Oui, absolument, parce que l'émir Khaled était le petit-fils de l'émir Abdelkader. L'émir Khaled a joué un très grand rôle dans la formation de la conscience nationale algérienne. Il avait été un officier de l'armée française et progressivement il s'est aperçu, en étant officier de l'armée française, des injustices qui régnaient, notamment pendant et après la Première Guerre mondiale. Et donc c'est lorsqu'il a commencé à prendre la parole dans les années 22, 23, 24, qu'un personnage comme Messali est allé écouter l'émir Khaled. Et à Paris, d'ailleurs, en 1900, il est d'abord à Tlemcen, je crois, et ensuite à Paris, et il a joué un très grand rôle dans l'éveil, disons, d'un premier, disons, nationalisme, ce qu'on a aujourd'hui malheureusement tendance à oublier. Benjamin Stora, au mois de décembre, l'Assemblée populaire algérienne a voté une loi criminalisant la colonisation française. À l'écoute de ce vote, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que c'est une bonne chose? Enfin, l'Algérie l'a fait? Vous savez, les lois, ce qu'on appelle les lois mémorielles, avaient déjà été votées dans d'autres pays. Ça, c'est quelque chose qui a existé déjà. Bon, évidemment, en France, il y avait eu ce scandale de la loi mémorielle de 2005, qui avait vanté les mérites de la colonisation française, et qui avait d'ailleurs suscité une désapprobation très forte, pas simplement de l'Algérie, mais des anciens pays colonisés, puisque je me rappelle très bien des discussions à cette époque-là où il y avait eu, disons, un certain nombre de pays qui avaient expliqué, dans le fond, la France décide à notre place qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ils décident que c'est positif. Mais est-ce qu'ils nous ont demandé notre avis pour savoir si la colonisation était positive? Non, bien sûr. Donc ils ont décidé tout seuls, en 2005, que la colonisation était positive. Ça avait créé un émoi. Et les historiens aussi français s'était prononcé aussi contre l'inflation des lois mémorielles. Parce qu'en France, il y avait eu plusieurs lois mémorielles. Il y avait eu la loi Guesso contre l'antisémitisme, la loi sur l'esclavage, comme crime contre l'humanité, donc de réprimer ceux qui vantent les mérites de l'esclavage, parce qu'il existe aussi malheureusement des gens qu'on pourrait qualifier de négationnistes, qui continuent d'expliquer que dans le fond tout ça constituait des progrès. Mais les historiens, effectivement déjà à cette époque-là, disaient à la fois, bien sûr, il ne faut pas tolérer les expressions de racisme
à l'intérieur des sociétés, mais il faut pouvoir laisser, disons, le travail historique se poursuivre librement. Donc, ce débat existe. Je veux dire, c'est un débat ancien, etc. Et l'Algérie, déjà, à cette époque-là, m'en souviens très bien, puisque c'était l'époque où était envisagée la signature d'un traité d'amitié entre la France et l'Algérie. Et précisément à cause du vote de cette loi française, ce traité d'amitié n'avait jamais pu être signé à l'époque où c'était Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika. Donc ça avait, disons, empêché, disons, la signature de ce traité. Donc plusieurs années après, l'Algérie souverainement décide, disons, de caractériser, de qualifier, disons, ce qu'est le système colonial dans lequel ce pays a vécu pendant 132 ans, ce qui est, dans le fond, un acte de souveraineté, je veux dire, algérien, j'allais presque dire tout à fait classique, de condamnation de ce qu'a été le système colonial, donc de le qualifier. Alors, il y a toute une série de faits qui sont donnés, bien entendu, mais moi, de mon point de vue, je pense que le vote d'une loi est certes l'acte souverain d'un pays souverain, mais il doit permettre d'encourager le travail historique, mais non pas de mettre un terme au travail des historiens. C'est-à-dire que le chantier mémoriel ne peut pas se clôturer, disons, par le vote d'une loi. Vous savez, c'est pas parce qu'on vote une loi qui caractérise, qui a eu, par exemple, le nazisme, des crimes contre l'humanité, l'esclavage, que, malheureusement, les choses s'arrêtent, que les gens arrêtent d'être racistes. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, les États-Unis ont aboli l'esclavage, il y a eu la guerre de sécession, mais aujourd'hui c'est Trump qui est au pouvoir. Et ce sont les suprémacistes blancs qui dirigent, qui dominent quelque part la scène intellectuelle américaine. Et pourtant, c'est un peu le pays qui a aboli avec Lincoln l'esclavage. Donc vous voyez que la bataille pour l'histoire, elle doit être jalonnée bien sûr d'un certain nombre de mesures, de lois, de faire en sorte que le racisme, notamment pro-colonial, ne se diffuse pas à l'intérieur des sociétés, mais ça ne doit pas empêcher le fait, et ne doit pas croire que la bataille s'arrête. La bataille ne doit que s'amplifier et se poursuivre, parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, les sociétés sont ainsi faites que le vote de loi n'empêche pas les préjugés, n'empêche pas les stéréotypes, n'empêche pas, disons, le racisme qui peut continuer à exister à l'intérieur des sociétés. Et concernant cette loi, quand on voit dans le détail, il y a des peines, des sanctions qui sont requises notamment contre les méfaits de la colonisation. Cela m'amène à vous poser cette question. Benjamin Stora, cette loi criminalisant la colonisation est-elle compatible avec les accords d'Évian ? Vous savez, les accords d'Évian, effectivement, avaient décidé de faire ce qu'on appelait à l'époque une amnistie générale liée à la période de la guerre. Ce qui fait qu'en France, toutes les lois d'amnistie, à la suite des accords d'Évian, ont fait en sorte qu'il n'y ait jamais eu de procès autour de ce qui s'était passé pendant la guerre d'Algérie. En France, ça n'existe pas, il n'y a pas de procès. Ceux qui ont torturé, ceux qui ont fait des exactions, des massacres, etc., n'ont jamais été inquiétés par la justice française. Le dernier exemple le plus célèbre, en France, nous le savons, c'est celui de Maurice Papon, par exemple, qui n'a jamais été jugé pour sa responsabilité pour le massacre du 17 octobre 1961. Il a été jugé pour son rôle dans la Deuxième Guerre mondiale, pour la rafle du Veldiv, mais pas pour le 17 octobre 1961. Donc il n'y a jamais eu de procès. Donc effectivement, il y a le fait que dans les accords d'Évian, il y avait la nécessité, dans la mise en contexte historique de l'époque, il fallait, le 18 mars 1962, faire en sorte que la tuerie s'arrête, quoi. Donc la condition, c'était d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inquiétude, entre guillemets, concernant les différents acteurs de cette période-là. Donc c'est un moment très particulier de cette histoire. Mais ça n'a pas empêché, mais ça n'empêche pas qu'un certain nombre d'acteurs, disons, ensuite ont été interpellés. Par exemple, lorsqu'il y a eu, disons, les reportages qui avaient été faits par le journal Le Monde avec Florence Baugé, en 2000, je crois, où elle avait expliqué effectivement qu'elle avait retrouvé le poignard de Jean-Marie Le Pen au moment de la bataille d'Alger en février 1957. Et donc Le Pen avait fait un procès. Bon, Michel Rocard, d'ailleurs, à l'époque, avait lui aussi soutenu, disons, c'était un des rares. Je préfère citer son nom maintenant parce que
En France, la classe politique française, à l'exception de Michel Rocard, ne s'est pas tellement mobilisée sur les questions liées à ce qui s'était passé dans la colonisation et pendant la guerre d'Algérie. Il a été un des pionniers, un des seuls, un des rares, notamment à dénoncer ce qu'on appelait les déplacements de population paysanne à travers un très célèbre rapport que personne ne connaissait et qui a été mis sous le boisseau. Mais, comment dirais-je, effectivement, les lois d'amnistie n'ont pas permis alors évidemment, ça peut paraître contradictoire, mais encore une fois, l'Algérie est souveraine. Je veux dire, bon, elle peut ne pas forcément obéir, entre guillemets, à tout ce qui a été fait il y a 60 ans ou 70 ans. Il peut y avoir aussi... Mais vous savez, maintenant, la plupart des acteurs de cette histoire sont décédés. Du côté français, du côté algérien aussi, il y a très très peu d'acteurs concernés. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la condamnation morale. Je veux dire, c'est la reconnaissance, à mon avis. C'est ça qui est le plus important. La reconnaissance, qui était d'ailleurs la vieille revendication, l'ancienne revendication, qui n'a jamais cessé par les Algériens, qui ont toujours, pas seulement les Algériens, mais d'autres pays colonisés, qui ont toujours demandé qu'il y ait une reconnaissance de ce qui avait été fait pendant la colonisation. Donc cette bataille, elle se continuera indépendamment des décisions juridiques d'amnistie ou autres. Merci Benjamin Stora.